Vendredi 20 septembre 2024, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité, ce soir, l'engagement du chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé en faveur du monde éducatif. Pour une éducation de qualité, le président de la République en fait une priorité. Les réformes engagées il y a des années enregistrent des résultats illustrant la pertinence de ces mesures. Nous revenons ce soir sur quelques-unes de ces actions engagées dans ce secteur. Nous parlerons également de cette réunion de haut niveau entre le gouvernement togolais et une mission de la Banque mondiale en séjour au Togo. Une rencontre d'échange sur le capital humain, un nouveau programme dont fait partie le Togo et la Côte d'Ivoire. Le Togo sélectionné pour son expérimentation. Et puis le panier de la ménagère prend un coup, la vie devient de plus en plus chère. Quelles sont les mesures à prendre pour accompagner les Togolais? Le sujet a été débattu pendant des heures à la 17e session du cadre permanent de concertation hier, à suivre. C'était les titres « L'éducation au cœur de la politique du chef de l'État de 2020 à 2024 et des progrès notables ont été enregistrés, illustrant la pertinence des réformes engagées sous le leadership du président de la République Faure Sozina Gnassingbé. La qualité de l'enseignement au Togo s'est renforcée. Recrutement régulier d'enseignants, construction et rénovation de salles de classe, des mesures prises pour garantir un avenir sûr aux apprenants. On en parle avec Ekwesala. L'éducation fait partie des secteurs qui bénéficient d'une attention particulière du président de la République, Faure Sozina Gnassingbé. De 2020 à 2024, des avancées notables ont été réalisées en réponse aux priorités définies dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Sous la direction du chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé, des efforts ont été multipliés pour améliorer le ratio élèves-enseignants. 11 303 enseignants fonctionnaires ont été recrutés et formés. Grâce à cette initiative, la proportion d'enseignants volontaires est passée de 41,6% en 2022 à 7,9% en 2023, marquant un tournant dans le renforcement du personnel éducatif. Par ailleurs, le personnel d'encadrement a été renforcé et déployé selon les besoins et les zones géographiques du pays. Le chef de l'État a également investi dans les infrastructures scolaires avec la construction et la réhabilitation de plus de 4 600 salles de classe à travers le pays, contribuant à l'amélioration continue des conditions d'apprentissage. D'autres mesures ont été prises pour alléger la charge financière des familles. Les frais d'inscription aux examens scolaires ont été rendus gratuits et l'exonération des frais d'écolage a été étendue au secondaire. À cela s'ajoute l'alimentation scolaire qui bénéficie désormais à 218 000 élèves des écoles primaires et préscolaires publiques, leur offrant des repas chauds au quotidien. Sur le plan social, le programme School Assure a couvert 900 000 élèves, leur garantissant une protection sociale indispensable. Le dialogue avec les acteurs du système éducatif reste constant en vue d'une adaptation continue des réformes. Pour répondre aux défis de la qualité de l'enseignement, le président de la République a créé de nouvelles écoles normales de formation des professeurs d'élèves, ENFPE, portant leur nombre à 6 sur le territoire national. La promotion 2024-2026 compte 2579 élèves professeurs appelés à renforcer le corps enseignant. De nouveaux matériels axés sur l'approche par les compétences APC ont été introduits dans les écoles primaires, tandis que les collèges ont été dotés de matériel scientifique. Autre innovation majeure, l'introduction progressive de l'enseignement de l'anglais dès le primaire, avec un objectif de généralisation à moyen terme. Au niveau de la gestion des établissements scolaires, la nomination d'économes, de gestionnaires comptables et de surveillants généraux dans la plupart des lycées et collèges a permis de renforcer la gouvernance scolaire, libérant les chefs d'établissement des contraintes administratives pour se concentrer sur leur mission pédagogique. En plus de cela, une nouvelle orientation scolaire et professionnelle plus efficace a été mise en place en collaboration avec des professionnels du domaine et l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE,
pour une meilleure préparation des élèves au marché du travail. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Le taux d'achèvement au primaire est passé de 87% en 2020 à 94,6% en 2024, tandis que celui du secondaire a progressé de 51,7% à 61,4% avec une augmentation notable de la scolarisation des jeunes filles dans les 2 cycles. Pour une meilleure adéquation entre formation-emploi, 4 instituts de formation en alternance pour le développement IFAD ont été opérationnalisés. Ces instituts dédiés à l'aquaculture, à l'élevage, aux bâtiments et aux énergies renouvelables permettent de former les jeunes Togolais aux métiers d'avenir. Déjà 5 jours que les élèves ont renoué avec les cours. Comment se passe la rentrée scolaire 2024-2025 dans les savanes? Le ministre du Désenclavement et des Pistes rurales, Boraïma Kamfitine Tchédéissa, et son collègue de l'économie maritime et de la protection côtière, Richard Kangbeni, ont fait un tour dans certains établissements de Bombouaka et à Mango. Le constat avec Yata à Ratem. Au 3e jour de la reprise des cours, les lycées de Bombouaka, dans la préfecture de Tandjouaré et de Mango, ont accueilli une délégation ministérielle venue constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Cette visite, placée sous le signe du soutien et de l'encouragement, portait également le message d'une rentrée réussie envoyée par le chef de l'État, Fort Ezozim Nanyazimbe. Les Miss Bouraïma Kamfitine Tchédéissa et Richard Kangbeni ont insisté sur des valeurs fondamentales telles que la discipline, le travail bien fait, l'assiduité au cours, la recherche de l'excellence. Ils ont aussi rappelé l'interdiction stricte de l'usage des téléphones portables en classe. Les résultats de l'année dernière n'ont pas été bons. Donc, nous devons former les travaux de groupe. Nous devons mettre du sérieux dans les travaux. Nous, les élèves, nous devons éviter d'apporter les téléphones portables à l'école. Les élèves du lycée de Bombouaka et du lycée de Mango ont également été sensibilisés sur les grossesses précoces et la situation sécuritaire dans la région des savanes. Les émissaires du gouvernement n'ont pas passé sous silence le dispositif School Assure qui attribue désormais à chaque établissement un code unique et des carnets de soins. Dans le viseur, 1580 écoles. On a aussi parlé de l'assurance maladie qui va beaucoup nous aider. Tous nos parents qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à nous amener souvent à l'hôpital. Nous remercions beaucoup le président de la République qui a fait ses efforts. Nous devons avoir un objectif précis. Parce que si tu n'as pas un objectif, c'est ça qui te pousse à faire ce qui n'est pas bon. L'éducation est au cœur des priorités du gouvernement et pour renforcer les capacités d'accueil des élèves, 300 tables bancs ont été distribués dans ces établissements, preuve tangible de cet engagement. Ce que nous venons de recevoir nous soulage. C'est déjà grand. Nous comptons faire un bon usage de ces tables bancs. Je dis un grand merci aux autres autorités de ce pays qui ont pensé nous apporter un soutien. La délégation ministérielle a échangé avec les enseignants sur les orientations et la vision du gouvernement en matière d'éducation et de formation des futurs cadres du pays. La tournée a pris fin, le bilan dressé est positif. Nous avons constaté un engouement total des élèves pour la rentrée scolaire 2024-2025 qui se déroule dans de très bonnes conditions. Il faut également signaler que nous avons profité de l'occasion pour remettre aux bénéficiaires des clés d'ouverture de salles de classe nouvellement construites dans le cadre des projets PACEP, PAPV, COSO et même du PURS. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer la reconnaissance de l'ensemble des acteurs de l'éducation au chef de l'État, son Excellence, M. Fort Ezozim Nanyazimbe, qui a toujours placé l'éducation au cœur de sa vision politique. Cette tournée galvanise ainsi l'ensemble des acteurs de l'éducation à mettre tout en œuvre pour une année scolaire réussie.
La rentrée scolaire effective donc depuis le 16 septembre et qui parle de rentrée parle de fourniture scolaire, des actions et de soutien aux parents pour permettre aux apprenants d'affronter l'année avec sérénité. Des cadres du parti UNIR étaient dans le Tchaoudjo. Ils ont fait un don d'un important lot de kits scolaires et matériel et didactique aux élèves. Le compte rendu de Désiré Aloy. C'est un ensemble de kits scolaires, un important don du chef de l'État, président du parti UNIR, aux élèves vulnérables de la préfecture de Tchaoudjo. Les établissements scolaires bénéficient de paquets de craie, kits remis aux bénéficiaires par les cadres UNIR de la préfecture. Le chef de l'État, il pose beaucoup d'actes dans l'intérêt de l'éducation de nos jeunes et de nos enfants. Après la gratuité des frais scolaires, ensuite les manuels scolaires qui sont souvent mis à la disposition des populations, il vient de nous remettre un grand lot de cahiers, cartons, de craie et de bics pour venir remettre à nos parents. Ce cadeau-là est destiné aux élèves dont les parents vivent dans les conditions difficiles. Nous allons continuer dans cette dynamique-là afin que toute la population se rende compte de tous les efforts que son Excellence, Monsieur le Président, pose dans l'intérêt de nos populations. Tout ce que les enfants peuvent faire pour que le Président de la République et leurs parents soient aussi très contents d'eux, c'est de réussir à la fin. Très heureux, les bénéficiaires remercient le chef de l'État, président du parti UNIR, pour cette oreille attentive. Avec ce lot de fournitures, nous allons encore réitérer nos forces pour que les résultats de l'année prochaine, l'année scolaire 2024-2025, soient de bons résultats. Et nous allons donner ces fournitures aux ayants droit, surtout les enfants démunis. À travers nos cadres, nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait à la préfecture de Tchaoudjo. Nous avons reçu des craies de couleur, des craies blanches, des ensembles géométriques, des bics pour aider nos établissements, pour aider nos administrations pour un meilleur fonctionnement. Nous allons mettre un dispositif en place pour que chaque établissement puisse bénéficier. Partout qu'il soit, qu'il puisse ressentir ce cadeau que le chef de l'État nous a offert. Ces kits permettront aux élèves bénéficiaires d'être au même niveau de prise de notes en classe. Et c'est important lot de craie pour renforcer l'équipement des établissements. Le parti UNIR déroule ainsi son plan d'action sociale. Je vous l'annonçais en titre, la 17e session du cadre permanent de concertation s'est tenue hier. Devant les partis politiques réunis, la ministre en charge du commerce, Rose Kaimi-Vedor Sambiani, au centre des discussions, la situation de la vie chère au Togo. Il va falloir prendre des mesures pour davantage soulager le panier de la ménagère. Une proposition commune à cette rencontre. Le récit du riche Amiga. Septembre 2022. Le président de la République, Faure Essozim-Nanya-Singbe, prenait 10 mesures historiques pour soulager toutes les couches de la société, sans exception. Entre autres, l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite pour les fonctionnaires, indemnités mensuelles de transport. À cela s'ajoute une dotation additionnelle de la subvention au profit des produits pétroliers et du gaz domestique et la revalorisation du SMIG. Malgré les efforts du gouvernement pour maintenir l'équilibre, les populations font face à la montée des prix des produits de première nécessité, induits par la situation économique actuelle que traverse le monde. Les partis politiques réunis à la 17e session du cadre permanent de concertation planchent sur le sujet. Face à eux, la ministre en charge du commerce, Rose Kaimi-Vedor Sambiani. Elle nous a donné les indications par rapport aux leviers sur lesquels ils ont l'habitude d'agir. Et des efforts que le gouvernement a fait pour contenir les prix, mais la salle n'a pas manqué de relever un certain nombre d'indicateurs sur lesquels le gouvernement doit pouvoir davantage travailler pour pouvoir conduire à l'amélioration, à la baisse, tels que les loyers, le prix du carburant, la pression fiscale et douanière et le contrôle des prix. C'est-à-dire avoir un contrôle systématique sur les marchés pour voir les pratiques que les gens font sur les marchés.
et sur toute l'étendue du territoire. Des propositions ont été faites à Madame la ministre d'associer désormais les collectivités locales à ce travail de contrôle de prix à la base pour qu'on puisse savoir si les prix pratiqués sont les prix homologués, ce que le gouvernement lui-même a payé chez lui. Voilà, beaucoup de propositions lui ont été faites. D'autres vont l'accompagner par écrit pour pouvoir documenter l'ensemble des discussions. Entre indications données sur les efforts du gouvernement en matière de subvention des produits de première nécessité et propositions faites par les partis politiques, le gouvernement a exprimé sa volonté d'agir davantage pour renforcer le pouvoir d'achat des populations. Ceci conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui veut renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et consolider la paix. Demain, 21 septembre, sera commémorée à travers le monde la Journée internationale de la paix. Cette journée, instituée par les Nations Unies, est dédiée à la promotion de la paix dans le monde avec un accent particulier sur l'arrêt des hostilités dans les zones de conflit. Le ministre en charge des droits de l'homme a saisi cette occasion pour appeler les citoyens togolais à dépasser les divisions pour promouvoir la tolérance dans la diversité ethnique et sociale, gage d'une société paisible. Le récit de Clarisse Aticlé. 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. C'est à cet engagement que sont appelés les partis en conflit à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Elle est célébrée chaque 21 septembre à travers le monde. C'est également le jour où chaque gouvernement a l'obligation d'informer ses concitoyens sur l'importance de la pratique de la culture de la paix et du vivre ensemble. Au Togo, le ministre en charge des droits de l'homme trouve pertinente l'idée de plancher cette année sur la promotion de la culture de la paix. Il en appelle donc à la responsabilité individuelle et collective pour faire de la paix une réalité sur la terre de nos aïeux. J'ai eu une pensée pour la Palestine, mais aussi le Soudan, dans le Sahel et chez nous, dans la partie septentrionale, où nous subissons des attaques djihadistes de temps en temps, attaques repoussées avec courage par notre armée. Et c'est le lieu de saluer les forces de défense et de sécurité qui luttent sans cesse pour préserver cette paix et l'intégrité de notre territoire. En mettant l'accent sur la promotion de la culture et de la paix, ce thème appelle à l'effort de chacun et de tous pour prévenir les conflits et renforcer la stabilité nationale. La promotion de la paix nécessite de dépasser les divisions, nos querelles, nos différends, nos débats contradictoires, mais de garantir la justice et l'égalité pour tous et de promouvoir la tolérance dans la diversité ethnique et sociale qui caractérise notre nation pour bâtir une société plus pacifique et inclusive. C'est en 1981 que la Journée internationale de la paix est instituée par les Nations Unies. Depuis 43 ans donc, elle ne cesse d'appeler les citoyens du monde et leurs dirigeants à accorder une importance capitale à la prévention des conflits. Ceci à travers la promotion de certaines valeurs fondamentales. Le respect des droits de l'homme, la justice sociale, la tolérance et la solidarité sont particulièrement des valeurs fondamentales, mais en même temps cruciales dans le contexte national actuel. Le 15 septembre dernier, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la démocratie, axée cette année sur l'importance de l'intelligence artificielle en tant qu'outil de bonne gouvernance. Pour marquer à la fois la Journée internationale de la paix et la Journée internationale de la démocratie, le ministère chargé des droits de l'homme organise des séances de sensibilisation et d'échanges sur le renforcement de la paix et de la démocratie à l'endroit des acteurs sociaux. L'objectif étant de renforcer la cohésion et l'harmonie sociale au sein des communautés en mettant l'accent sur les principes démocratiques et la gestion pacifique des différends. Ces activités se dérouleront du 23 au 27 septembre 2024 dans les préfectures de Tchaoudjo, Ogou et Hao autour de la promotion de la culture de la paix et de la démocratie.
Ceci conformément à la vision du chef de l'État qui a fait de la promotion de la paix au Togo et dans la sous-région une de ses priorités. L'agence de notation Standard & Poor's salue les avancées réalisées par le Togo sur le plan économique. Les perspectives économiques du pays sont même au-dessus des prévisions. Cette résilience est due à un certain nombre d'initiatives prises depuis quelques années déjà par le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé. Le compte rendu de Marie-Ange Bida. Le 13 novembre 2024, l'agence de notation S&P a affirmé la notation de crédit de la République togolaise à B et a amélioré la perspective de notation de stable à positive. Cette décision de l'agence reflète les avancées charnières réalisées au Togo depuis la notation inaugurale en 2019. La perspective positive salue un momentum économique accompagné d'une consolidation budgétaire qui se poursuit et d'une réduction des déséquilibres extérieurs. S&P indique que si cette tendance devait se confirmer dans les 12 prochains mois, cela pourrait permettre une amélioration d'un cran de la notation du Togo à B+. L'agence de notation Standard & Poor's souligne la résilience de l'économie togolaise et une croissance réelle qui a dépassé ses prévisions initiales, 6,4% en 2023, au-dessus de la prévision initiale de S&P de 6,0%, notamment grâce au dynamisme du secteur tertiaire. S&P précise que l'exécution de la feuille de route gouvernementale reste un point d'ancrage essentiel pour l'économie qui permettra à la dynamique de croissance de rester robuste sur le moyen terme, avec un taux de croissance annuel moyen qui devrait se lever à 6,0% en termes réels jusqu'en 2027. Au-delà de la poursuite de l'excellente dynamique de réforme au niveau du climat des affaires, l'agence note que ces bons résultats ont été possibles grâce aux atouts stratégiques dont dispose le Togo et dans lesquels le gouvernement et le secteur privé investissent de plus en plus. L'agence met ainsi en avant la position du Togo comme hub de transport important dans la région qui joue un rôle essentiel entre l'Asie et les pays enclavés. Ce rôle est par ailleurs renforcé par le port autonome de Lomé qui est décrit par S&P comme une plaque tournante essentielle dans la région, étant le seul port naturel en eau profonde et le 4e port le plus actif d'Afrique. Enfin, la plateforme industrielle d'Adétikopé est présentée comme un actif permettant de créer des investissements dans des secteurs divers, notamment agroalimentaire, automobile, construction, pharmaceutique, textile. S&P salue également la consolidation budgétaire en cours. L'agence reconnaît le bien fondé des voies et moyens mis en œuvre pour y parvenir, en particulier le rythme d'augmentation des recettes fiscales, 0,5 points de PIB chaque année, et les mesures fiscales sous-jacentes. L'agence rappelle que cet objectif clé du gouvernement est soutenu par le programme signé en mars 2024 avec le Fonds monétaire international, programme de 42 mois d'un montant de 390 millions de dollars. Enfin, l'appui financier de la Banque mondiale et l'appartenance du pays à l'UEMOA soutiennent la qualité de crédit du pays. Ce résultat obtenu participe bien évidemment à des initiatives prises depuis quelques années par le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, qui fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Tout autre sujet, l'Office togolais des recettes OTR, l'Organisation mondiale des douanes et la coopération allemande ont réuni hier à Lomé les PME et les femmes entrepreneurs pour les outiller sur les procédures douanières. L'idée est de leur permettre de posséder les instruments pour mieux profiter de la ZLECAf. La rencontre entre dans le contexte du projet de sécurité en Afrique occidentale dans son volet égalité, genre et diversité. Le compte rendu de Carmen Madjé à Capo. La question de la facilitation des échanges s'est imposée comme un élément important dans les débats sur les échanges multilatéraux, régionaux et bilatéraux.
pour justement accompagner ces 185 États membres à faire face aux nombreux défis de la globalisation et atteindre leurs objectifs fiscaux et économiques pour une douane plus performante. L'OMD a développé plusieurs meilleures pratiques et normes techniques internationales, dont l'égalité de genre et diversité EGD. L'Office togolais des recettes OTR donne aux PME et entreprises dirigées par les femmes les instruments pour mener à bien le commerce transfrontalier à l'heure de la ZLECAf. La rencontre est programmée dans le cadre de projet sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de ce projet, il y a un principe qui concerne les relations de la douane avec les parties prenantes. Donc, il faut améliorer les relations de partenariat qui existent entre la douane, aujourd'hui OTR, avec les opérateurs économiques pour pouvoir faciliter le commerce. Les participants sont outillés sur l'essentiel des procédures douanières à l'import comme à l'export et transit, y compris les procédures fiscales et déclarations d'impôts. L'objectif général du présent séminaire est de donner un aperçu sur le concept EGD, de renforcer les connaissances des participants sur l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf, et le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens de la CEDEAO. La rencontre est soutenue par l'Organisation mondiale des douanes et financée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères afin de garantir la sécurité et le développement durable. Le projet EGD soutient les administrations des douanes partenaires de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Et nous poursuivons notre édition par ce communiqué. Il nous vient du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. La célébration de la journée de l'agression terroriste du 23 septembre se déroule cette année 2024 suivant le programme ci-après. À Lomé, 7h30. Dépôt de gerbe à la place des Martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale togolaise, les officiers supérieurs des FAT, Madame le gouverneur du district autonome de Grand Lomé, les directeurs de cabinet des secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers des ministres, les directeurs généraux et directeurs centraux des ministères, les secrétaires généraux des préfectures du Golfe et d'Aguenivé, les maires, adjoints aux maires et présidents de commission des communes du Grand Lomé, préfecture Golfe et Aguenivé, les leaders des partis politiques, les chefs cantons du Grand Lomé, préfecture Golfe et Aguenivé, les présidents des fédérations d'organisations religieuses. La mise en place doit être terminée à 7h15 dans les chefs-lieux des régions. 7h30. Dépôt de gerbe uniquement dans les préfectures, chefs-lieux des régions par les gouverneurs de région ou leurs représentants, ou à défaut, les préfets des chefs-lieux de région. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les préfets de préfecture, chefs-lieux de région, les officiers commandants, chefs des corps et de formation des forces de défense et de sécurité des chefs-lieux de région, les maires, adjoints aux maires et présidents des commissions des communes des préfectures chefs-lieux de région, les directeurs et chefs de services régionaux aux chefs-lieux de région, les chefs de canton des préfectures chefs-lieux de région. A signé le ministre Awate Rodabalo.
Le Forum international des secrétaires et assistants, l'édition 2024, aura lieu dans un mois. Optimiser la performance des acteurs à l'ère de la technologie, le secteur se réorganise autrement. Les activités au programme de la rencontre a été révélé ce vendredi aux médias. Marie-Ange Bida. Un événement et non des moindres se profile à l'horizon. Le FISA 2024, Forum international des secrétaires et des assistants. Il se tiendra à Lomé du 14 au 20 octobre 2024. Le CEPROSAT, secte des professionnels du secrétariat et de l'assistanat au Togo, se prépare à ce grand rendez-vous. L'intérêt de ce forum international est certain. C'est d'abord de se rencontrer avec leurs pairs d'Afrique tout entière. Ils seront environ 500 participants dans un cadre d'échange et de partage et de réseautage en vue de faire face aux exigences de notre métier à l'ère de la transformation numérique de l'entreprise. Les participants viendront de 14 pays francophones et anglophones. Ils sont secrétaires, assistants, experts en technologie, décideurs. Le programme concocté par l'organisation est des plus alléchants. La cérémonie d'ouverture suivie de 4 jours de formation professionnelle sur des différents thèmes et panels et des keynotes dans le cadre du travail papier zéro, dans le cadre de la protection des données et de la cybersécurité, dans le cadre de la communication et de la prise de parole en public et aussi dans le cadre de l'intelligence financière des assistants et secrétaires. Nous aurons un concours panafricain qu'on appelle coffret d'or qui vise à distinguer les meilleurs assistants et secrétaires de l'Afrique francophone. En dehors de cela, nous avons aussi le premier congrès statutaire et électif de notre fédération. Cette édition du FISA va se dérouler sur 5 jours. C'est l'opportunité à ne pas manquer pour tout secrétaire ou assistant désireux d'optimiser ses performances dans un monde en pleine transformation numérique. Et cet autre communiqué, le ministre de la Réforme du service public du travail et du dialogue social informe les candidats au concours régional de recrutement de personnel paramédical pour le compte des unités de soins périphériques de type 1 et 2, des communes et de la région des Savanes et de recrutement direct régional de personnel médical, paramédical, administratif et d'appui pour le compte du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, session du 17 juin 2023, que la liste des candidats déclarés admis peut être consultée sur le site du ministère au www.fonctionpublique.gouv.tg ou au lieu suivant. À Lomé, au ministère de la Réforme du service public du travail et du dialogue social ou au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À Tchévier, à Takpamé, Palimé, Sokodé, Kara et Dapaon, dans les directions régionales de la santé ou dans les directions régionales du travail et des lois sociales, a signé le ministre de la Réforme du service public du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Et vous suivrez tout de suite après le journal à 21h précise l'émission Au cœur de la nation. À la rentrée scolaire, Madame le Premier ministre a sillonné certains établissements scolaires pour rappeler les mesures d'hygiène et de sécurité alimentaire pour les apprenants. Anita Atigakou et ses invités reviennent sur les dispositions prises au sein des établissements scolaires pour garantir la bonne santé des élèves. Au cœur de la nation, c'est donc à 21h. Ainsi donc se referme cette édition. À tous et à tous, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que vous rencontrerez toujours des gens pour vous critiquer ou vouloir vous arrêter dans votre élan. Ne vous découragez surtout pas, plutôt
redoubler d'efforts. Je vous retrouve donc à 22h30 pour l'édition de nuit. Mais avant, nous revenons sur le Conseil des ministres qui s'est donc tenu mercredi dernier et plus précisément sur la rencontre entre le gouvernement et les médias. La question adressée au ministre de la Communication, des médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, a trait à la création des postes de comptables matières auprès des ministères et des institutions de la République. Quelles en sont les raisons, les réponses du ministre? C'est tout de suite. El Hadj Tchabouri Bouraïma, du journal Le Messager. Vous évoquez tantôt l'examen d'un projet d'ordonnance portant code électoral. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de ce nouveau code, Madame le ministre? Je vous remercie de votre question. Je voudrais vous proposer, pour parcourir les grandes lignes de ce projet d'ordonnance, de nous attacher à la démarche. Et si vous vous attachez à la démarche, vous identifierez 3 grands axes. Le premier consiste à se conformer à la loi fondamentale en vigueur au Togo, Constitution du 6 mai 2024. Le deuxième axe consiste à tirer des enseignements des expériences passées du pays en matière électorale. Je vous donne un exemple pour être plus explicite. Il y a quelques mois, nous avons organisé un double scrutin. Or, si vous retournez dans le texte qui nous servait à cette matière à ce moment-là, vous verrez par exemple que le mot urne n'y figure qu'au singulier. Parce que jusque-là, nous n'avions pas pris les textes réglementaires adaptés à la possibilité d'organiser un scrutin double ou multiple. Donc, c'est ce genre d'expérience qu'il faut prendre en compte pour enrichir la démarche et proposer désormais un texte qui tienne compte de nos réalités et tire tous les enseignements de ce que nous avons déjà fait par le passé. Le troisième axe de notre démarche, qui est une constante en réalité, fidèle à la vision du chef de l'État, c'est celui d'adopter systématiquement cette approche basée sur le consensus, basée sur l'ouverture, basée sur le dialogue, la contribution de tous les acteurs politiques. C'est en cela que vous verrez qu'au cours de ce mois de septembre, le cadre permanent de concertation s'est réuni par 2 fois et a nourri les réflexions tendant à améliorer le cadre électoral, donc le texte portant code électoral dans notre pays. C'est l'ensemble de ces axes que je vous propose dans cette démarche qui vous permet d'entrevoir les grandes lignes de ce projet d'ordonnance portant code électoral. Merci, Madame le ministre. Toujours concernant le code électoral, on pourrait se demander pourquoi une ordonnance plutôt qu'un projet de loi qui pourrait passer par l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, je vais nous renvoyer au premier axe que je vous proposais tout à l'heure. Il s'agit simplement de respecter la loi. La Constitution du 6 mai 2024 prévoit dans ses dispositions transitoires, notamment celle de l'article 98, que les mesures qui sont nécessaires à la mise en place des institutions de la Ve République sont prises en Conseil des ministres par des ordonnances ayant force de loi. Le texte précise aussi que cela se fait après avis de la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que vous verrez que le texte que le Conseil des ministres a examiné ce matin continue d'être appelé projet. Il sera soumis à la revue de la Cour constitutionnelle et s'il est estimé en harmonie, en phase conforme aux dispositions de notre Constitution, alors ce sera une ordonnance ayant force de loi portant code électoral. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. Je suis Mathias Bibeni, journaliste à Radio Lomé. Vous avez évoqué la création des postes de comptables matières. Si j'ai bonne mémoire, dans le temps, le service du matériel jouait à peu près le même rôle. Qu'est-ce qui justifie la création de ces postes alors? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, plusieurs raisons qui convergent.
il y a l'objectif de départ qui consiste à procéder de façon méthodique à l'assainissement des finances publiques, à l'amélioration de la gestion du patrimoine de l'État et des organismes publics. Parmi les autres repères que je peux vous citer figurent les directives communautaires. Nous appartenons à un espace et il est important que les directives qui sont adoptées au niveau communautaire fassent l'objet d'un processus d'internalisation dans notre ordonnancement au niveau national. Il y a les exigences qui en découlent et qui ont pour nom la transparence, la redevabilité, la nécessité de rendre des comptes, de présenter des rapports notamment à la Cour des comptes. Et il y a aussi que dans notre pays, nous avons une administration qui est fondée sur la déconcentration, qui se décentralise de plus en plus depuis un certain nombre d'années. Alors, vous compterez les ministères, les institutions de la République, vous compterez également les collectivités territoriales, vous compterez les services déconcentrés, vous compterez depuis un certain temps les gouverneurs. Et la comptabilité, la trésorerie de toutes ces structures-là a besoin d'un suivi rapproché. Il ne vous a pas échappé qu'ainsi qu'on l'a dit, l'exercice budgétaire 2021 a inauguré dans notre pays le budget programme. Donc, vous avez plusieurs ordonnateurs et il est important de rapprocher la trésorerie, les fonctions de trésorerie et de comptabilité de l'ordonnateur. D'abord, pour permettre une célérité dans les procédures, mais également pour que découle de cette célérité, de ce suivi rapproché, un traitement beaucoup plus transparent, beaucoup plus orthodoxe et qui permette une réelle redevabilité. D'accord, bonsoir Madame le ministre. Didier Assoba, directeur de Togo Breaking News. Alors, unanimement, nous reconnaissons que la rentrée scolaire 2024-2025 s'est bien déroulée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons constaté une forte mobilisation des membres du gouvernement sur le terrain, dont vous-même, Madame le ministre. Donc voilà un secteur qui comporte beaucoup de défis pour lequel le gouvernement se bat. Justement, à titre de défi, il avait été promis la construction de 30 000 salles de classe dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Alors, à un an ou à ce jour, on sait déjà qu'à peu près 5 000 salles de classe ont été construites. À un an de 2025, est-ce que le gouvernement pourra relever le défi? Bien, avant d'en venir à l'arithmétique, je voudrais vous remercier d'avoir relevé, ainsi que nous avons pu nous-mêmes le constater sur le terrain, mais également nos autres collègues membres du gouvernement qui ont fait la tournée des classes à cette occasion, que la rentrée s'est bien passée et que cela augure de bonnes perspectives pour toute l'année scolaire. Je voudrais en profiter pour saluer l'engagement et la détermination de tous les élèves, des parents d'élèves, du corps enseignant, du corps d'encadrement, bref, l'implication très forte que nous avons pu noter de tous les partenaires de la chaîne éducative. Une fois qu'on a dit cela, revenons-en aux chiffres. Vous avez mentionné 30 000 classes qui est une planification d'origine. La planification a ceci d'intéressant que, chemin faisant, elle peut faire l'objet d'actualisation. Cette actualisation a donc eu lieu par les services des ministères concernés il y a quelque temps et le chiffre originaire de 30 000 a été revu à 14 632 en tenant compte des dispositions, des prévisions de la carte scolaire, d'un certain nombre d'autres événements, à savoir des fusions par-ci, des fermetures par-là. Toujours est-il que de 30 000, nous sommes passés avec certitude à 14 632 et que c'est ce chiffre qui est en train d'être mis en œuvre. Et je voudrais donc vous inviter à refaire l'arithmétique, à définir à partir de là ce qui reste à couvrir. En tout état de cause, ce que je peux vous confirmer, c'est que le gouvernement reste déterminé à poursuivre et à mettre un accent particulier sur la qualité. S'il faut choisir, je sais que vous serez d'accord avec moi, tant qu'à avoir des salles de classe, 14 632 salles de classe de bonne qualité valent bien mieux que 30 000 salles de classe qui ne sont pas d'aussi bonne facture. Messieurs, je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie de la richesse des échanges que nous avons eus
au sujet des matières qui ont été traitées au Conseil des ministres ce jour. Je sais pouvoir compter sur vous pour en faire la meilleure restitution à vos lecteurs, à vos auditeurs respectifs pour la bonne compréhension de tous. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.